Et bonjour les amis, nous voici de nouveau réunis pour une émission de Face à Face. J'ai toujours autant de boulot, donc je peux faire que très peu d'émissions en ce moment, je suis vraiment désolé. Mais là, j'avais vraiment envie d'en faire une rapidement. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de vous parler de la théorie de la Terre plate. C'est un sujet qui devient plus que dangereux. J'aime bien m'intéresser à tout, discuter de tout, je suis assez large d'esprit. Mais néanmoins, je trouve que le sujet envahit la toile, avec d'un côté des platistes qui énoncent des faits, le plus souvent sans aucune recherche approfondie. Au début, c'était assez drôle à lire. Certains sujets m'ont même fait réfléchir. Mais depuis quelque temps, tout et n'importe quoi est dit, comme récemment quelqu'un que je pensais sérieux, qui ose venir m'affirmer qu'il n'y a pas de GPS dans l'hémisphère sud. Pour moi, la Terre plate est le plus grand piège de ce que l'on appelle la matrice, et que les platistes dénoncent en plus. Et ce piège, la matrice leur tend. C'est drôle de voir que ces platistes sont manipulés par ceux qui le dénoncent. L'histoire de la Terre plate est ancienne, évidemment très liée à la religion, mais elle a repris de plus belle depuis l'avènement de la conquête spatiale. Il est évident que cette dernière est loin d'être claire. Nous sommes en pleine guerre froide URSS-USA, chacun montrant ses muscles, et une course est engagée à l'espace. L'URSS marque les premiers points, avec le premier satellite et le premier homme dans l'espace. Ils en sortent vainqueurs, mais sans apporter aucune preuve. Ils sont tellement contents de mettre la pige aux USA qu'ils en oublient de nous montrer la moindre photo de la Terre. La première photo de la Terre. Franchement, ne pas emmener un simple appareil photo laisse pensif tout le monde, sauf les bienheureux qui gobent tout ce que les médias et officines gouvernementales racontent. Les Américains, pour redorer leur blason, vont s'attaquer à la Lune, avec le fameux discours de JFK. Et là encore, ils sont tellement heureux de leur revanche éclatante contre l'URSS qu'ils en oublient de photographier la Terre depuis l'espace. Et oui, les seules photos que l'on a, et c'est reconnu par la NASA elle-même, ne sont que des images et non des photos. Il faudra attendre le 7 décembre 1972 pour avoir enfin la première photo de la Terre, The Blue Marble, en anglais, la Bible. C'est étrange d'attendre aussi longtemps, mais le problème est que cette photo aussi ne semble pas en être une. Et il faudra attendre le 20 juillet 2015 avant que les adorateurs de la NASA vont nous sortir plein de photos de la Terre reprises par le satellite Deep Space Climate Observatory, placé dans un point de Lagrange à 1,5 million de kilomètres. Les premières depuis 43 ans. Mais là aussi, ces photos sont largement retouchées. On y voit, par exemple, l'Antarctique comme un immense continent de glace, alors qu'en réalité, si la glace est bien évidemment très présente, on devrait néanmoins y voir des étendues sombres, des sommets, des montagnes, qui culminent en Antarctique tout de même à près de 5000 mètres, et qui ne sont, et de loin pas, recouverts de neige toute l'année. Et que dire des vallées sèches de McMurdo, qui s'étendent sur une superficie de près de 5000 km². Alors, les globistes, adorateurs de la NASA, ne venez pas faire la leçon aux platistes avec ceux qu'ils dénoncent le plus, la NASA. Et posez-vous aussi les bonnes questions. Je vous conseille de regarder un petit documentaire sur cette même chaîne, intitulé « Antarctique sans glace », pour vous faire une idée. Il ne dure que 10 minutes, et c'est, je vous le promets, assez impressionnant à regarder. À la fin de ce documentaire, allez sur Google Earth, autre divinité des adorateurs de la NASA, et comparez. Ou alors sur les photos de ce satellite qui nous lance des photos, soi-disant, de la Terre, d'un point de Lagrange dans l'espace. Eugène Cerdan, soi-disant astronaute de la mission Apollo 17, disait « Quand vous êtes à 400 000 km de la Terre et que vous la regardez, elle est très belle. Vous pouvez voir la circularité.
Vous pouvez voir du pôle Nord au pôle Sud. Vous pouvez voir à travers les continents. Vous recherchez les ficelles qui la tiennent, un quelconque point d'appui, et il n'existe pas. Vous regardez la Terre et autour, l'obscurité la plus noire que l'homme puisse concevoir. Une question, Eugène, pourquoi tu n'as pas pris de photo? Revenons à la Terre plate. À partir de cette absence de photos de la Terre, là, tout s'enchaîne. Pas de photos de la Terre, donc la Terre n'est pas telle qu'on nous la montre, donc la Terre est plate. Waouh, je suis impressionné. Quel raccourci. On aurait donné cette affaire à un simple apprenti policier, lui, on aurait tiré une conclusion bien plus évidente. L'homme n'a jamais été suffisamment loin dans l'espace pour prendre une photo de la Terre. Le pire est que 100% des platistes croient en la conspiration de la NASA et des Russes, c'est-à-dire que l'homme n'a jamais été dans l'espace, ni encore moins sur la Lune. Ils y croient dur comme fer, mais leur conclusion première est que la Terre n'est pas ronde mais plate. À partir de là, dialoguer avec eux devient de plus en plus difficile, car tout devient faux. Même moi qui vous parle, je suis faux. Les étoiles sont des LED. Le Soleil, une petite boule de lumière proche qui tourne autour de la Terre plate. Je vais vous montrer une photo. Et la Lune aussi tourne simultanément avec le Soleil. Et tout ça sous un dôme. Au-dessus du dôme, il y en a qui disent que c'est de l'éther, d'autres disent que c'est de l'eau. Et la Lune est évidemment bien plus petite encore que la petite boule du Soleil. Les continents agencés avec le pôle Nord au centre et l'Antarctique faisant un mur de glace, style Game of Thrones, tout autour de la Terre. On est envahi de vidéos arrivant des US, reprises par les autres pays, des différents Eric Dubé, Matt Boylan, Dave Murphy. On voit des modèles de terre plate sur lesquels ils rajoutent des démonstrations, y compris mathématiques, pour expliquer comment cela s'agence sous ce dôme. Ils croient donc aux mathématiques, et c'est ce que je retiens. Ils osent y rajouter des recherches de Nikola Tesla pour montrer la génération de courant électrique sous ce dôme en partant du pôle Nord, situé dans leur modèle au centre de leur planisphère. Alors, je leur conseille de lire Nikola Tesla, parce que toute la théorie de Nikola Tesla repose sur une Terre ronde, avec des champs magnétiques énormes tout autour. Mais on reviendra aux champs magnétiques. Petite parenthèse, le fameux Matt Boylan, là, qui fait des beaux jours aux US, parce que quand je l'ai découvert, je me suis dit, c'est un acteur de cinéma, lui, parce qu'il est vraiment il passe super bien dans les vidéos, lunettes de soleil style Ray-Ban, et ce type dit qu'il a travaillé pour la NASA, qu'il était graphiste, et que donc à la NASA, on lui a demandé de fabriquer ces fameuses images de la Terre, puisqu'il n'y avait pas de photos, et qu'un soir, lors d'une réunion, on lui a expliqué que la Terre était plate, en lui montrant le fameux planisphère de l'ONU. Alors, j'ai fait des recherches, effectivement, mon intuition première était juste, Matt Boylan a commencé sa carrière en tant qu'acteur dans des séries, même pas B, c'était vraiment des petits films, très petit budget. Voilà. Donc, comment quelqu'un peut penser, sans faire de recherche, que ce Matt Boylan a eu un confidentiel défense pour travailler à la NASA et puis venir là faire des vidéos avec ses lunettes de soleil? Franchement, réfléchissez un peu, quoi. Alors, les platistes ont à peu près un argumentaire environ de 200 preuves de ce qu'ils avancent. La plupart d'entre elles m'ont fait sourire. D'autres, il faut leur laisser réfléchir, mais très peu longtemps. Certaines m'ont fait vraiment... J'ai repensé à ma fille quand elle avait 6 ans, 7 ans, et qu'elle me posait la question, mais papa, pourquoi la Terre n'est pas plate? C'était marrant. Bref, je vous propose de prendre quelques-unes de leurs 200 preuves les plus fortes. Je ne vais pas non plus faire une émission de 8 heures. Et si vous avez un de ces arguments qui vous laisse perplexe,
Mettez-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et ensuite, je vais faire le même exercice qu'eux, hein, c'est-à-dire leur donner des arguments sur le fait que la Terre soit un globe, pas parfait, avouez-le, mais un globe. Je serais très curieux de lire leurs contre-arguments s'ils en sont capables. C'est facile hein, de balancer des trucs sur la Terre plate sans aucune contre-argumentation. Alors pourquoi je fais cela? Parce que j'ai rien d'autre à faire. Et non, parce que le problème, c'est que ces platistes sont aussi à 100% convaincus de beaucoup d'autres conspirations. Or, certaines d'entre elles sont bien réelles. Et ils ne s'aperçoivent pas qu'avec leur raccourci malheureux, qui est en fait totalement alimenté par la matrice qu'ils dénoncent à longueur de journée, dessert la totalité de toutes les conspirations. Je vous donne 2 exemples. Ah oui, les gars qui pensent que les vaccins sont mauvais pour la santé sont les mêmes que ceux qui pensent que la Terre est plate. Ah oui, les gars qui ne pensent pas que 3 tours ont été complètement rasées, réduites en cendres par 2 avions, sont les mêmes que ceux qui pensent que la Terre est plate. Et croyez-moi, cela a commencé très fort. Les mêmes globistes, adorateurs de la NASA, se sont mués, toujours en ne vérifiant rien, tout comme les platistes, en défenseurs des vaccins, alors qu'au début, ils ne faisaient que dénoncer les absurdités de la Terre plate. À cela, je leur dis, regardez mon émission sur les 11 vaccins obligatoires et apprenez à vérifier vos sources au lieu de réciter bêtement ce que Wikipédia vous sert ou le journal de 20h sur TF1. Vous commencez à entrevoir le piège. Première idée totalement fausse des théoriciens de la Terre plate. Le globe n'a pas été trouvé au Moyen-Âge. Je viens encore de lire il y a peu un article dans une revue spécialisée. Un auteur écrire que dans l'Antiquité, les peuples savaient que la Terre était plate. J'ai immédiatement arrêté la lecture de cet article dès ce premier passage. Comment, en 2018, peut-on écrire une telle ânerie alors que les Grecs savaient déjà tout 6 siècles avant Jésus-Christ? Je vois d'ici certaines réponses. Conspiration, ils n'ont jamais existé, tu es un mouton de croire en l'histoire. Là, c'est sûr, cela devient difficile de dialoguer. Néanmoins, sachez que leurs démonstrations et leurs calculs, même si vous pensez qu'ils n'ont jamais existé, vous pouvez les faire vous-même, juste avec des règles élémentaires et basiques de mathématiques. Et j'ai cru comprendre que en mathématiques, vous y croyez tout de même. Alors qu'ont-ils découvert ces Grecs? Aristarque a calculé, en observant comme vous pouvez le faire, les différents cycles de la Lune, des angles qu'elle fait avec le Soleil. Il avait déjà calculé que la distance Terre-Soleil, 6 siècles avant Jésus-Christ, sans aucun instrument, était supérieure de près de 20 fois la distance Terre-Lune. Bien sûr, il s'était trompé, n'ayant aucun instrument, car calculer des angles sans rien, ce n'est pas simple. Avec des instruments basiques, que Aristarque ne possédait pas, aujourd'hui, des étudiants trouvent, avec la même méthode, 380. Distance Soleil-Terre, 380 fois supérieure à la distance Terre-Lune. C'est très proche des 389 qui sont la réalité. Mais restons rien que sur ces 20 fois que Aristarque a trouvé. Et que vous-même, sans aucun instrument, vous pouvez trouver. Cela démontre déjà la théorie de la Terre plate, avec ces 2 boules, Soleil et Lune, qui font le manège sur la Terre plate. Car, dans votre planisphère, il n'y a pas la place pour une telle différence de 20 fois. Or, la réalité, avec des instruments un petit peu plus sophistiqués, est de 380. On pourrait déjà arrêter l'émission ici, quoi. Fin. Mais on va continuer. C'est Ératosthène qui a démontré la courbure de la Terre. Bien qu'on attribue en général l'idée de la sphéricité de la Terre à l'école pythagoricienne ou à Parménide dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, la Terre était déjà considérée comme sphérique par Platon, 5e siècle avant Jésus-Christ, et par Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ. La plus ancienne estimation de la circonférence de la Terre qui nous soit connue est rapportée par Aristote et s'élève à 60 000 km. Ératosthène, lui, déduisit la circonférence de la Terre.
d'une manière purement géométrique. Il compara l'observation qu'il fit. Alors, Eratosthène, c'était quand même le conservateur de la bibliothèque, la fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Donc, je peux vous dire que j'aurais bien aimé, moi, lire ces livres de la bibliothèque d'Alexandrie. Il va y avoir des choses passionnantes dedans. Et un jour qu'il était à Sienne, un 21 juin, il s'aperçut que, aujourd'hui Sienne s'appelle Assour, il s'aperçut qu'on pouvait voir à midi le fond d'un puits. Et en voyant le fond de ce puits, c'est-à-dire que le soleil était tellement au zénith que, paf, on voyait le fond du puits. Et donc il s'était posé la question, tiens, est-ce que à Alexandrie, dans ma ville, le même jour, on observe la même chose? Puisqu'évidemment, le 21 juin, c'est le moment précis de l'année où, dans l'hémisphère nord, le soleil détient la plus haute position au-dessus de l'horizon. Donc, en fait, si vous mettez un bâton le 21 juin là-bas, à midi, vous ne verrez aucune ombre de ce bâton. Aucune ombre. Donc, il a étudié cette chose, et plus tard, un an plus tard, le 21 juin à midi, il calcula l'angle que faisait l'ombre qu'apportait le soleil sur un gnomon, hein, qui était situé à Alexandrie. Et là, il n'était pas à la verticale. Donc il était totalement à la verticale à Assour, et il n'était pas à la verticale à Alexandrie. En comparant l'ombre et la hauteur du gnomon, Eratosthène déduisit que l'angle entre les rayons solaires et la verticale était de 7,2 degrés. Eratosthène évalua ensuite la distance entre Sienne et Alexandrie. Alors comment il a fait pour évaluer cette distance? À l'époque, on utilisait des stades, l'unité. Et donc il l'a calculé à dos de chameau. Et donc il avait calculé qu'entre Sienne et Alexandrie, il y avait 5000 stades. Eratosthène considérait comme parallèles les rayons lumineux du Soleil, en tout point de la Terre, normal, parce qu'il est éloigné. Et donc, par la théorie géométrique des angles alternes internes, Eratosthène proposa une figure simple. Elle était composée d'un simple cercle ayant un angle au centre de 7,2 degrés, qui intercepte un arc reliant Sienne à Alexandrie de 5000 stades. Donc, si 1/50e de la circonférence mesure 5000 stades, la circonférence de la Terre peut être évaluée à 250 000 stades. La longueur exacte du stade utilisé par Eratosthène nous est inconnue. Mais si on suppose qu'il a utilisé le stade égyptien et qu'on évalue celui-ci à environ 157 mètres, on obtient une circonférence de la Terre d'environ 39 375 km. Mesure très proche de la réalité, puisque les mesures actuelles donnent à l'équateur 40 075 km. On voit donc que depuis la plus haute antiquité, les scientifiques savaient que la Terre était un globe. Tout le monde le savait. Et par exemple, quand Christophe Colomb cherchait des sous pour se faire financer ses expéditions, pour trouver des nouvelles voies maritimes, justement, le roi du Portugal était convaincu qu'il pouvait investir en lui, qu'il allait revenir parce que la Terre était ronde et donc il allait revenir. Tout le monde savait que la Terre était ronde dans ces milieux-là. Alors j'entends déjà les platistes crier au loup en disant que le soleil n'est pas si loin qu'on le dit, mais une petite boule. Je vous rappelle que vous pouvez calculer de vous-même la distance Terre-Soleil-Lune et que votre modèle ne permet en aucun cas une telle différence de distance, à moins de remettre en cause les mathématiques aussi. Vous montrez fièrement et souvent des photos de rayons de soleil traversant une formation nuageuse avec des rayons qui partent vers la droite, d'autres vers la gauche, etc. Et ils argumentent que le soleil, s'il était aussi gros, ça c'est Dave Murphy qui a inventé cette grosse connerie, s'il était aussi gros que l'on dit, les rayons devraient tous avoir la même onde. Ce qui prouve que le soleil est tout petit et tout proche. Alors là, je suis sidéré. Donc, comme ces rayons partent dans tous les sens, le soleil est tout proche. Ils osent même des fois montrer des vidéos avec on voit le soleil, on a l'impression que le soleil est dans les nuages. Donc ils se voient rien comme il est tout petit, il est dans les nuages. Et le cerveau, il vous sert à quoi?
Alors pourquoi je suis sidéré? Premièrement, il suffit de prendre un morceau de polystyrène, un morceau de polystyrène assez épais comme ça, hein, et vous faites des trous, angle gauche, angle vers le haut, angle droit, angle bas, et vous mettez une énorme lampe derrière, vous fermez la lumière dans une pièce, vous mettez dans le noir dans une pièce, vous allumez, vous allez voir, ça part dans tous les sens, ça part dans tous les sens, les rayons. Et en fait, plus la lumière, plus vous l'éloignez, ça va juste modifier l'intensité des rayons lumineux, mais pas leur angle, Mais c'est même pas le plus grave. C'est même pas le plus grave à la limite, ça. C'est comment imaginer la photo que je vous montre là. Elle est Strasbourg. Il fait beau, il fait froid, hein. Donc on a -5 le matin et on a 5 l'après-midi, mais sous un magnifique ciel bleu. Et donc je me dis, tiens, je vois les rayons de ce soleil, il est tout petit. Il est tout petit parce qu'il est derrière les nuages. Alors ce soleil-là, ce même soleil, hein, tout petit, tout proche de moi, c'est le même que des amis marocains voient en même temps dans le Sahara. Et eux, ils sont à 35 degrés. Donc, il n'y a pas un truc qui cloche dans votre raisonnement? Ou alors, on a affaire à plusieurs petits soleils. Un tout petit qui me fait du 5 degrés en Alsace, et ce même tout petit qui me fait du 5 degrés en Alsace, dans votre système de terre plate, il me fait du 35 degrés dans le Sahara. C'est quelque chose de logique, ça. Je pourrais m'arrêter là, car les platistes n'auront strictement aucun argument pour contrer cela. Mais amusons-nous à étudier certaines autres de leur fantastique preuve. Un de leurs arguments le plus facile et le plus cité est de dire que notre globe a une vitesse de rotation à l'équateur de 1670 km/h. Que nous ne sentons rien. Qu'un avion qui vole d'est en ouest ou d'ouest en est sans vent, mais le même temps, alors qu'avec la rotation de la Terre, d'un seul côté, cela serait impossible. Puis si un aigle se mettait en vol stationnaire pendant quelques minutes, il ne bougerait pas. Mais waouh, mais quelle argumentation! En effet, la Terre, mais aussi la totalité de son atmosphère, magnétosphère, bouge dans le même mouvement que la Terre. Cela n'a donc strictement aucune incidence. Si seule la Terre bougeait alors que l'atmosphère ne bougeait pas, vous ne pourriez même pas mettre le nez dehors, hormis au pôle. Mais tiens, puisqu'on parle de vent, il faudra m'expliquer dans votre modèle Terre plate sous un dôme, qu'est-ce qui crée justement les vents, les nuages, les cyclones, les tornades. Il faudra m'expliquer ce qui crée le champ magnétique terrestre. Et que dire des réseaux Hartmann, Curie, connus de tous les géobiologues, sans parler de la résonance de Schumann, qui est la mesure de la fréquence de la Terre. On mesure tous les jours les perturbations du champ magnétique de la Terre. Je me demande ce qui ferait varier ces mesures sous votre dôme. Pendant qu'on y est, expliquez-moi les courants marins sous votre dôme, le Gulf Stream, El Niño. Vous n'en parlez jamais, mais comme je vous comprends, car ces courants observables par tous sont totalement incompatibles avec votre modèle de Terre plate sous un dôme. Et que dire des saisons? Un autre argument sont les surfaces planes. Alors là, vous allez trouver 1000 milliards de sujets sur Internet. Il y a sur Terre des surfaces planes où l'on peut voir très très loin. Donc pour eux, cela démontre une absence de courbure de la Terre, donc de sa platitude. Là encore, je suis sidéré. Pourquoi n'y aurait-il pas de surface plane sur une Terre ronde? Il y a des montagnes, des crevasses, pourquoi pas de surface plane? Regardez cette vidéo de la Terre faite en images de synthèse sans ses mers et océans. Eh oui, la gravitation, l'effet centrifuge, la rotation avec les océans font une belle boule bleue, avec ses fosses, ses montagnes, ses beautés. Et il peut y avoir des surfaces planes, comme par exemple, prenons cette étendue, le Salar de Uyuni, en Bolivie. Étendue plate,
situé à 3658 mètres d'altitude, 150 km sur 100, totalement plat. Regardons cette merveille. Magnifique image. C'est un lac de sel quand il pleut. Car la pluie, elle vient d'où? Sous votre dôme. Une fine couche d'eau reste sur le sel, ce qui lui donne un aspect de miroir, où le ciel et la terre sont mélangés. Un endroit merveilleux. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de surface plane. Ils prennent souvent en exemple des canaux, en plus pour ça, et non d'une pipe. Les canaux sont construits par les hommes. On se sert d'un niveau pour les faire, et d'écluses pour compenser les différents niveaux. J'habite à 5 km, 10 km du Rhin. Avec ma fille, souvent, on va voir les péniches gigantesques passer sur les écluses. Il est totalement logique d'avoir une surface plane entre deux écluses qui, elles, sont là pour absorber les différences de niveau. De même, il cite l'absence, concernant les géomètres, de calcul de courbure de la Terre pour construire des bâtiments. Mais lol, les géomètres aussi utilisent des niveaux, et ce depuis la nuit des temps. On ne va pas apprendre à un géomètre à tenir compte de la courbure de la Terre et de la calculer, quand lui, tout ce qu'il a besoin, c'est de construire à niveau. Vous avez déjà vu un long bâtiment penché pour épouser la courbure de la Terre, vous? Non. On met à niveau, on s'en fiche de la courbure et on construit droit. Idem pour un bateau qui prend la mer. On le voit disparaître à l'horizon. Non, disent-ils. Si on zoome dessus, on le voit encore. Ah bah oui, exact. On ne vit pas sur une bille d'écolier. Notre vision humaine a des limites. Il y a des cas, surtout quand l'air n'est pas très clair. N'avez-vous jamais remarqué que selon la qualité de l'air, vous pouvez voir plus ou moins loin? N'avez-vous jamais entendu dire, par exemple, certains jours, on peut voir les Alpes? Alors, il est vrai que selon la qualité de l'air, notre vision a ses limites et qu'un zoom optique, lui, peut encore voir. Encore heureux. Mais cela ne prouve nullement la Terre plate. Il suffit de faire des mesures précises. Je voulais le faire, mais j'ai trouvé sur le net une petite chaîne qui fait un travail assez formidable, qui prend la peine de mathématiquement et scrupuleusement sur le terrain de démonter les arguments de la Terre plate. Et oui, quand vous les platistes vous contentez de zoomer sur un objectif pour faire croire à la Terre plate, les globistes, certains, hein, pas tous, mais celui-là oui, démontrent avec vos mêmes arguments en y rajoutant des calculs mathématiques, des photos de la courbure de la Terre. Et des vidéos comme celle-ci, il y en a plein de net. Photos, films, règles de trigonométrie, mathématiques, et les calculs sont faits. Et ils donnent tous le même résultat. Je vous conseille de regarder cette petite chaîne-là de Fred Havès. S'il fait du bon boulot, il fait du bon boulot. Autre argument du même acabit, des platistes. Un avion ne corrige pas sa trajectoire, ne tient pas compte de la courbure terrestre. Mais là aussi, idem. L'avion vole dans l'air qui fait corps avec la Terre. L'altimètre mesure la distance au sol et non pas la courbure terrestre. Bientôt, vous allez me dire que lorsque je mets mon GPS dans ma voiture, il ne calcule pas la courbure de la Terre. J'ai même vu une vidéo où un gars avait filmé dans son vol en prenant un niveau de maçon, quoi, et décrété que la Terre est plate parce que le niveau n'avait pas bougé. Waouh.
De plus, pour asseoir leurs mensonges sur la Terre plate, ils annoncent des choses incroyables. Ils montrent par exemple une carte pour un vol Paris-Dubaï, en disant, regardez, ils passent par le pôle Nord. Sur notre Terre plate, c'est normal, puisque le pôle Nord est au centre, et c'est par là qu'ils doivent passer. Ils ne prennent même pas la peine de concevoir un globe. Ils ne prennent pas la peine de comprendre que c'est extrêmement difficile de mettre des pays sur un globe. Et qu'en fait, le globe que vous achetez dans votre magasin, il est totalement faux, mais c'est normal, puisqu'il y a plusieurs échelles que l'on doit prendre. La taille, sur votre globe, l'Australie vous paraît petite, alors que c'est aussi grand que l'Amérique du Nord. Je vais vous mettre dans la description une vidéo sur la véritable taille des continents, mais c'est très difficile de mettre ça. Puis après, il y a eu des considérations géopolitiques. On a voulu faire apparaître des continents bien plus grands qu'ils ne sont, l'Europe, l'Amérique du Nord, par rapport à d'autres, l'Amérique du Sud et l'Afrique. Je vais vous montrer une émission qui est passée sur une chaîne de télé française sur la véritable taille des continents. D'accord ? Alors maintenant, regardez, donc on revient à ce Paris-Dubaï, donc ils disent, regardez, ils passent par le nord, ce qui est totalement... Et c'est votre carte qui est fausse, c'est votre carte, parce que si vous prenez la Terre vue par, en mapmonde, en globe, regardez, ça passe par le Groenland, sud du Groenland. Et des cas comme ça, il y en a plein, hein. Les Paris-San Francisco, tout ça. Je vous mets une petite vidéo de Fred Alves qui démonte bien tout ça. C'est grave parce qu'effectivement, l'ordinateur, on prend plus la peine de faire des recherches et donc les gens regardent la vidéo et disent « Ah bah oui, c'est sûr, s'il passe par le pôle Nord, ça veut dire que la Terre est plate. » En parlant de GPS, les adorateurs de la Terre plate sous un dôme ne peuvent évidemment pas croire aux satellites terrestres. Ceci n'existe pas. C'est une supercherie. Si c'est un dôme, on ne peut pas mettre des satellites. De même que l'ISS. Alors, concernant l'ISS, il y a une différence fondamentale entre ne pas croire du tout en son existence et à son exploitation. Perso, j'ai toujours dit qu'elle existait, car on la voit, bien sûr, on la voit, même à l'œil nu, on la voit. Je ne suis pas certain qu'elle soit habitée, que l'argent qui est dépensé pour cette ISS soit mis. Bon, ça, c'est encore un autre sujet bien plus complexe, mais qui font encore là les beaux jours de la matrice. Car, évidemment, si vous croyez à l'Interplate, vous ne croyez pas au satellite, vous ne croyez pas à l'ISS. Pas de bol. N'importe qui, c'est-à-dire Monsieur Lambda, muni d'un simple, enfin, pas simple, c'est pas un appareil photo, style le Nikon P900. Tiens, un Nikon P900. Souvent, les adorateurs de la Terre plate, ils adorent ce Nikon P900 parce que c'est un appareil photo ultra puissant en téléobjet, en zoom. Et il va y avoir le Nikon P1001 qui sort. Mais on peut même, avec ça, capturer, par exemple, l'ISS devant votre lune bille. C'est beaucoup de choses. Hein. Voilà, je vous mets la vidéo. Hello guys, this is Red from the YouTube channel Red's Rhetoric. And that is the moon being filmed with the Nikon P900. And this is probably going to be a very late upload because I'm currently in the process of moving and I don't have a computer to edit on, which is great. I'm somewhere in Bowling Green, Florida, in a creepy as fuck parking lot. And there is the full moon right above me and not a cloud in the sky. The International Space Station is supposed to transit the moon in about 10 minutes or so. So we'll see what we can do tonight with the full moon and a Nikon P900. Let's see if we can piss off more flat earthers. Oh, that was beautiful. Awesome. Nice.
Et de la même façon, des astronomes amateurs peuvent vous dire quel est le nom des satellites passent qu'ils voient passer sous leurs lunettes tous les soirs. Franchement, tout ça, c'est hyper connu. Et au fait, expliquez-moi un truc. Sans satellite, je fais comment pour téléphoner en plein milieu de l'océan Pacifique? Je cherche la borne SFR. Je suis un passionné du vent des globes, le tour du monde à la voile. On suit les bateaux à la trace, quoi. On suit les bateaux à la trace. Enfin bref. Concernant les étoiles et les planètes qui doivent être pour eux, évidemment, que de simples LED, là aussi, j'oublie que la Terre est peuplée de milliers d'astronomes amateurs, pas juste la NASA conspirationniste. Regardez ce que près d'une centaine d'astronomes amateurs, en prenant 1 millier de vues de Jupiter et en les rassemblant, ont réussi à faire. C'est juste magique, juste magique. Donc j'aurais pu agrémenter cette émission de diverses vidéos encore plus pour démonter tous les arguments, mais on voit déjà que c'est plus la peine d'aller plus loin. Je répondrai bien sûr à vos questions, hein. Mais il y a un truc que je ne comprends pas dans votre théorie de la Terre plate. Donc, pour bien comprendre, il y a des gens qui savent que la Terre est plate, mais qui la cachent au reste. Donc ça, depuis la nuit des temps, évidemment. D'accord. Mais pourquoi faire? Mais franchement, mais pourquoi faire? Je veux dire, si on est manipulé depuis la nuit des temps par une sorte d'élite, d'illuminati, je ne sais pas comment vous les appelez, gouvernement de l'ombre ou autre, ils se sentent si supérieurs qu'ils sont obligés de voir 100 coups à l'avance. Vous êtes un maître d'échecs, vous apprenez à un enfant à jouer aux échecs. Vous avez peur qu'il vous batte un jour.
C'est juste impossible qu'il vous batte un jour, si c'est vous qui lui apprenez. Donc, moi, que je sois un génie qui, en fait, dans une vie antérieure, savait déjà jouer aux échecs, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à la limite, ne lui apprenez pas à jouer aux échecs si vous avez peur qu'un jour, il puisse vous battre. Et quoi ça sert de faire tout ça, quoi. Vous imaginez votre conspiration, le nombre de gens qu'elle implique pour pouvoir la garder secrète. Alors je vous dis pas, je crois beaucoup en vos conspirations, certaines de vos conspirations, évidemment, qui pour moi n'en sont pas une, mais justement, je peux vous dire que cette théorie de la Terre plate, c'est eux, hein, les conspirationnistes, qui l'ont inventée, justement pour diviser et vous ridiculiser cette communauté qui croit en de vraies conspirations. Parce que je suis quand même assez affolé de voir toutes ces chaînes YouTube qui, au départ, ne parlaient que d'astronomie, d'autres qui ne parlaient que de mathématiques, d'autres qui ne parlaient que de sciences, se mettre tout d'un coup à vous démonter, vous, les platistes, et pour eux c'est très simple, mais ensuite en y rajoutant les vaccins, quoi, les vaccins. Vaccinez-vous, il y en a un là, Astronogique, qui est pas mal suivi, parents indignes parce que vous vaccinez pas vos gosses, quoi. Astronogique, qui s'occupait que d'astronomie, il vient parler de vaccins. Donc, diviser pour mieux régner. La Terre plate, c'est le plus beau sujet de division. C'est juste impossible scientifiquement de croire en la Terre. Elle est plate, on peut, avec des instruments, calculer la courbure de la Terre sans aucune difficulté. Et vous ne pourrez apporter aucune preuve et arrêter de croire en des gens qui sont eux-mêmes manipulés, comme les Boylan et compagnie. Voilà, je voulais juste faire cette petite émission rapidement, parce que je commence à en avoir ras-le-bol de la théorie de la Terre plate. Je vous dis à bientôt pour des émissions bien plus intéressantes, que j'espère avoir le temps de faire, parce que j'ai une liste assez énorme de sujets fantastiques à faire. J'aimerais bien avoir beaucoup de temps pour refaire plein d'émissions comme ça, mais je n'en ai pas. Je suis vraiment désolé. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Bisous.